remercie particulièrement Stop Violence Sexuelle pour l'organisation de ces belles assises. Et je ne vais pas m'embarrasser de mes diapos qui donnaient le plan de ma communication parce que je vais aller au galop. D'accord ? Voilà. Alors, la sexologie, de l'importance de la sexologie sur le sujet, le titre, il a pu surprendre, voire choquer, parce que finalement, la sexologie, c'est bien la dernière qu'on attend sur ce sujet-là. L'étude de la sexualité, et puis sexologue, c'est qu'un qualificatif. Tout le monde peut être sexologue, ce qui d'ailleurs nous a peut-être valu bien des soucis aussi, je vais oser le dire comme ça. En tant que médecin sexologue, je fais de la médecine sexuelle. Alors, premier temps de cette communication, l'histoire. Je vais m'autoriser à faire de l'histoire, je ne suis pas historienne, bien évidemment, mais c'est important, vous allez le comprendre. Ensuite, nous allons sur les constats depuis les années 80, avec cette lunette sexologique, et puis au XXIe siècle, la sexologie est-elle indispensable ? Alors, donc l'histoire, ça commence au XIXe siècle, en ce siècle où le puritanisme fait de la sexualité une affaire honteuse, sale, malsaine, à tel point d'ailleurs que des enfants qui se touchent un peu trop les organes génitaux, on fait des mutilations génitales qui s'apparentent vraiment, qui sont des violences sexuelles, mais on n'appelle pas du tout cela comme ça. Je vous renvoie au livre d'Yves Féroul en 2002. Et comme dans toutes ces périodes obscures, il y a des hommes et des femmes qui s'emploient à vouloir impulser un autre regard sur la sexualité, et dans ce contexte naît la sexologie. Alors Krafft Ebing, un Allemand considéré comme un des premiers sexologues, écrit un ouvrage pour décrire les comportements sexuels, et finalement, il est décrit des violences sexuelles dont bien souvent les victimes sont des enfants, en 1886. Donc la question des violences sexuelles est déjà au cœur du sujet. Mais allons plus loin. À la fin du 19e, il y a beaucoup de chercheurs qui étudient les comportements sexuels. On n'a plus de doute là-dessus. Il y a une pépite de gens, une pépite intellectuelle de gens qui observent ces comportements sexuels. Millot, Lenbourg, Adler, Ellis, Forel, Moll, Hirschfeld et bien sûr Freud. Et tout ce monde se côtoie. Et tous vont s'accorder par leurs travaux sur les comportements sexuels de l'époque à montrer que les nuits de noces de leurs compatriotes consistent avant tout à être des moments de violence sexuelle. En effet, Ellis, dans son 12e tome intitulé L'art de l'amour, de ses études de psychologie sexuelle qu'il commence à publier en 1896 et l'intégrale en 1927, parle des nuits de noces en termes de viol. Il s'appuie sur les écrits de tous ses collègues. Il cite Tardieu aussi, et il cite Breuer et Freud dans leur Studien über Hysterie de 1895, qui remarque que dans l'immense majorité des cas, le coït de la nuit de noces n'est pas autre chose qu'un viol qui détermine l'hystérie. Surtout, Ellis s'appuie sur les travaux de tous ses autres collègues pour dénoncer comment les hommes et les femmes sont préparés, ou plutôt mal préparés, à la sexualité. L'ignorance des femmes dans tout ce qui concerne l'art de l'amour et leur manque total de préparation à l'exercice des actes naturels de la vie sexuelle serait sans doute moins dangereux pour le ménage s'ils étaient toujours compensés par la connaissance, l'adresse et la délicatesse du mari. Et d'ajouter, or soit les hommes se comportent avec leurs épouses comme avec des prostituées, soit ils se révèlent incapables d'éveiller et de comprendre les besoins érotiques de leurs femmes. Les hommes, en effet, ne découvrent la sexualité que dans la pratique considérée comme secrète et honteuse de la masturbation, où ils la découvrent aussi avec les prostituées. D'où pour Ellis et ses collègues, notamment Moll, l'importance d'éduquer les enfants et particulièrement les jeunes filles et les jeunes hommes pour que leur sexualité d'adulte ne soit pas un gâchis. En 1897, Hirschfeld crée d'ailleurs la Ligue internationale de réforme sexuelle. Mais par la suite, quand même, c'est important de le souligner, entre tous ces chercheurs, la route diverge. Si Freud a écrit sa théorie de la séduction et du trauma en 1896, il l'abandonne rapidement au profit de sa théorie de la sexualité infantile de 1905. Et en 1908, il critique vigoureusement Moll, qui a écrit sur la sexualité des enfants. Freud affirme en effet clairement ne pas vouloir être assimilé aux sexologues. Alors, la suite de l'histoire de la sexologie est celle d'un courant qui se déploie brillamment en Allemagne, avec des congrès de sexologie, avec un institut de sexologie, etc.
En France, des auteurs comme André Lorulot, préfacé par le docteur Voivenel, dans le livre La véritable éducation sexuelle, qui paraît en 1926, s'élève contre le pansexualisme freudien à partir des travaux d'Elie Moll pour décrire ce que peuvent être les besoins de l'enfant et de l'adolescent. Sans confusion des places, il parle aussi des violences sexuelles. Mais on sait que Ferenczi, quelques années plus tard, de sa place même de psychanalyste, lorsqu'il attire l'attention sur ces violences, dont les enfants peuvent être victimes, n'est pas écouté. La théorie des fantasmes sexuels des enfants est plus forte que tout. Et puis la sexologie, elle sera malmenée, même anéantie, notamment par le nazisme, notamment la nuit du 6 mai 1933, dans ce qu'on appelait la nuit brune, qui disperse tous ces ténors en exil. Alors, l'étude de la sexualité, elle va bien sûr se poursuivre, surtout outre-Atlantique, mais pas toujours facilement, puisque n'oublions pas que le tabou, il est quand même sérieux et sévit partout. Des chercheurs continueront de réfléchir à la question du développement de la sexualité, comme Wallon en France, Piaget, bien sûr, et surtout outre-Atlantique avec Kohlberg, Simon et Gagnon, tandis que la biologie gagne du terrain et que vous allez avoir tous les gens comme Master et Johnson notamment. En France, peu à peu, la sexologie redeviendra une préoccupation à partir des années 60, du fait de la fameuse révolution dite sexuelle. Mais cette sexologie revient dans une certaine cacophonie, reconnaissons-le, parce qu'elle est confrontée d'abord au tabou, parce qu'elle est confrontée aux difficultés de la reconnaissance des droits des femmes. Et on parle surtout à l'époque de gynécologie psychosomatique, et qui se construit surtout d'ailleurs autour des apports psychanalytiques. Et puis quand même, c'est la période de la dite pédophilie culturelle dont vous venez d'entendre parler, où ces intellectuels revendiquent, certains bien sûr, revendiquent leur sexualité avec des enfants au nom des désirs sexuels précoces de ceux-ci, tels que Freud les avait d'ailleurs décrits. D'où la complexité de la place de la sexologie quand même. Alors, toutefois, c'était un Français, le docteur Valencin, qui publiera en 1964 un livre au titre visionnaire, La santé sexuelle. Et lorsque l'Organisation mondiale de la santé, cette grande maison internationale qui s'occupe de notre santé, présente la nécessité de se soucier de la sexualité des individus, elle produira le concept de santé sexuelle en 1974. Un état de bien-être physique, émotionnel, mental, social qui repose sur une approche positive de la sexualité. Ce concept renforce donc l'importance de la sexologie à partir de tous les apports scientifiques, dans cette période de grande découverte d'ailleurs. Ce concept prône la place de l'éducation sexuelle. Il prône aussi la nécessité pour les pouvoirs publics de s'intéresser à la sexualité, ce qui ne signifiait pas pour l'OMS normalisation ou médicalisation ou dépendance de la sexualité au pouvoir public, mais avant tout de permettre aux êtres humains de la vivre dans la dignité. Et donc, il invite à se soucier de l'enseignement de la sexologie. Alors, les constats. Les constats depuis les années 80. Dans nos études médicales, on n'entend pas beaucoup parler de la sexualité. Et puis, le développement, il nous est surtout enseigné sous l'angle psychanalytique. Et évidemment, nous entendons très, très peu parler des violences sexuelles. Dans les années 90, dans mon exercice médical, je suis confrontée à des filles victimes de violences sexuelles que l'on m'amène en centre de planification d'un conseil général où j'exerce pour leur donner une contraception car elles se mettent en risque sexuel. J'ai aussi un rôle de conseiller médical pour des enfants placés à l'ASE. Et bien sûr, on se rend compte avec tous les professionnels qui travaillent que les placements d'enfants sont en partie surtout liés à des violences sexuelles que ces enfants ont subies. Elles sortent enfin du silence, ces violences. À l'époque, les victimes sont des filles. Toutes sont suivies en pédopsychiatrie et en psychiatrie. Leur prise en charge est essentiellement centrée sur des apports psychanalytiques. Toutefois, leur comportement sexuel reste bien préoccupant, avec des comportements sexuels inadaptés qui, sur le terrain, ont des grandes conséquences. Elles suscitent le rejet, au point que souvent, on en arrive à oublier qu'elles ont été victimes. Et en même temps, il y a une certaine résignation de la part des professionnels. Elles ont été victimes dans leur enfance, il n'y a peut-être plus rien à faire. Alors, évidemment, là, il fallait chercher de nouveaux apports théoriques, et parce qu'il faut faire le constat qu'en tant que médecin, on n'est absolument pas équipé.
et en Piaget aussi dans le tabou. Urgentiste de formation, j'avais quand même découvert la notion de traumatisme en médecine de catastrophe, notamment, ce qui m'avait marqué sur l'ampleur des conséquences possibles pour les victimes de trauma. Alors finalement, c'est à Toulouse que je vais trouver un enseignement qui, d'abord, a le mérite de parler des différentes approches du développement sexuel, mais aussi des violences sexuelles. Il faut dire qu'il y avait des enseignants qui venaient tout droit du Canada. Et puis Marie-Vonne Desbarats, psychologue sexologue, dans cet enseignement qui travaille avec des victimes adultes, mais aussi des auteurs adultes, convainc bien de ses étudiants de l'importance aussi de travailler sur la sexualité pour libérer des paroles. Alors, elle m'aide particulièrement dans mes questionnements sur ce qu'à l'époque, je commence à appeler des troubles du développement sexuel chez les victimes, entraînant bien des souffrances et des tourments. Alors, les 15 années qui vont suivre, jusqu'en 2012, nous permettront de compléter nos observations avec Claudine Moïse. C'est d'autant plus dans cet ouvrage que je signale, parce que tout y est répertorié. Alors, c'est surtout dans cette période des années 2000 où les situations aussi de mineurs auteurs émergent et aussi toutes les situations d'ados et d'enfants qui ont des conduites sexuelles inadaptées sans avoir été victimes de violences sexuelles, mais qui ont pour point commun souvent un attachement insécure que l'on retrouve aussi chez bien des mineurs auteurs, mais aussi chez des mineurs victimes, puisque de toute façon, les violences sexuelles ont surtout eu lieu en intrafamilial. L'attachement, parlons-en un petit peu. Ce cadre d'affect indispensable à l'enfant pour grandir, comme l'a décrit John Bowlby, psychanalyste anglais à partir des années 40, mais dont la théorie n'a pas pu faire l'unanimité en France parce que Bowlby avait remis en cause la théorie de la sexualité infantile de Freud, en expliquant que le besoin d'amour de l'enfant de la part de l'adulte n'était pas sexuel. En même temps, quelque part, il confortait aussi ce que les psychanalystes disaient sur le besoin de l'enfant d'aimer et d'être aimé pour se développer. Donc, au fur et à mesure de toutes ces années, nous pouvons constater que se soucier du développement sexuel des enfants, des ados, selon différentes théories cognitives, anthropologiques, sociales, biologiques, tout en sécurisant l'attachement, cela nous permet d'aborder au fil du temps une nouvelle approche thérapeutique en thérapie sexuelle adaptée à ces jeunes, leur âge, leur histoire. Et cela va fonctionner avec de plus en plus de suivi que nous menons avec la prudence qui se doit dans une dynamique pluridisciplinaire, évidemment. Voilà, alors, en même temps, tout cela est très important parce qu'à partir de 2006-2008, on a l'impression aussi que la société change et nous faisons de nouveaux constats avec notamment un âge qui dégringole, de plus en plus des préados et des enfants. Et nous devons faire le constat que l'accessibilité par tous les moyens de communication à l'Internet expose les jeunes à des notions sexuelles qui semblent affecter leur développement, d'autant plus s'ils sont vulnérables, alors qu'en même temps, les séances d'éducation sexuelle restent limitées, centrées sur l'utilisation de la contraception et du préservatif, sans travailler à la question même de la sexualité, comme pourtant le concept de santé sexuelle de 2000 nous y invitait. Toutefois, l'Internet a de bons côtés, vous savez, ça permet de découvrir tous les apports, notamment anglo-saxons et du Canada. Je citerai Martine Hébert, notamment, sur ces comportements des enfants et qui demandent d'y travailler ardemment. Tandis que, d'ailleurs, cette littérature sur les comportements sexuels problématiques des enfants restait relativement inconnue en France. Il nous reste une minute. En 2012, le professeur Thomas et le docteur Séguret souhaitent intégrer un médecin sexologue à Lille au pôle psychiatrie pour travailler à la prise en charge des auteurs, mais aussi plus largement dans le pôle à la prise en charge des victimes. Alors, ce n'est pas très simple, et quand ils m'embauchent là-bas, ça ne fait pas l'unanimité. J'entends dire, on ne voit pas ce que tu viens faire ici, on n'a pas besoin de sexologue. Les violences sexuelles, ce n'est pas une question de sexualité. Et puis, on me dit, on nous a appris à nous à parler de sexualité. Freud nous l'a appris. Alors, je veux quand même citer cette petite phrase de 2007 d'une journaliste, Natacha Polony, qui disait d'un revers d'écriture assez pamphlétaire « Je n'aime pas les femmes quand elles jouent à se caricaturer, quand elles se laissent utiliser, encore moins quand elles dilapident l'héritage de leur grand-mère,
de leurs aïeuls et la mémoire de tant de luttes par une crème anticellulite ou par une consultation de sexologie. Vous voyez à quoi on était renvoyé. Donc à nouveau, il faudra se résigner avec humour à passer un petit peu pour extraterrestre. Et je referai les mêmes constats qu'au début des années 2000, mais cette fois en psychiatrie, et pour me rendre compte quand même avec grande tristesse que souvent, face à des ados qui ont présenté très tôt dans leur vie des troubles dans leur développement sexuel parce qu'ils avaient été victimes, cet aspect-là n'a pas du tout été pris en charge. Et souvent, les situations se sont dégradées, on les retrouve comme auteurs. Pas tous, évidemment, mais en tous les cas, en psychiatrie, on retrouve souvent des jeunes hospitalisés, avec en traitement des antipsychotiques, de la contention, du fait de leur comportement sexuel inadapté. Et tout ça, je peux vous dire, rend très triste. Comment ? Alors, en même temps, cette sexologie au XXIe siècle, eh bien, cette sexologie indispensable, je crois qu'on n'a plus beaucoup de doute face au fléau des violences sexuelles, qu'il faut permettre d'ouvrir la parole. Et c'est bien le rôle du discours sur la sexualité. Notre société soucieuse de beaucoup de choses doit apprendre résolument à reconnaître ce droit aux victimes qui, plus que tout le monde, mérite de pouvoir choisir de vivre cette possibilité de ressources humaines, parce qu'aimer et être aimé est un droit humain fondamental. La sexologie, la médecine sexuelle ont toute leur place dans le dispositif de soins. Les professionnels de la santé mentale du Nord-Pas-de-Calais qui se sont mis à demander des prises en charge en thérapie sexuelle pour leurs patients victimes, pour des mineurs victimes, n'ont plus de doute sur ce point, car eux-mêmes reconnaissent ne pas avoir la formation pour aller sur cette dimension. Nous n'avons plus de doute qu'en l'absence de prise en charge, la complexité de la sexualité peut rattraper des victimes qui pourtant avaient le droit d'espérer, elles aussi, beaucoup de l'amour. Voilà. Alors, bien entendu, il faudrait que j'aille un peu plus loin, mais je vais conclure parce que je vois... En conclusion. Alors, je voudrais quand même revenir sur des apports historiques. Au début du XXe siècle, s'est joué quelque chose de très important. Le psychanalyste Paul-Laurent Assoun, en 2007, dit « Pourrait-on dire de Freud qu'il mène le même combat que les sexologues dans l'édification d'une science du sexuel et d'une réforme sociale appropriée ?» Assoun dit alors, de cet examen de la question des rapports entre psychanalyse et sexologie ressort un fait aussi révélateur que paradoxal auquel il faut donner relief sous la forme suivante. Réaction contre le déni social et scientifique dominant sur la sexualité, la sexologie, après une avancée dans sa reconnaissance, reproduit ce déni par une méconnaissance radicale de la sexualité infantile. En conclusion, sur la question, je vais conclure, c'est sur la question du développement sexuel qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de divergences, et c'est très regrettable parce qu'à notre époque, il est essentiel, compte tenu des évolutions à la fois sociétales, des évolutions liées à certains moyens de communication, l'exposition à la pornographie le montre bien, il est essentiel de se soucier du développement de la sexualité, mais aussi de la façon dont les personnes peuvent vivre la sexualité. Voilà. Merci Marie-Laure Gamet.